Assalamu alaikum à toutes et à tous. Eh bien, à présent, mon deuxième intervenant se nomme Monsieur Ripert Bossoukbé. Il est secrétaire général de l'autorité des marchés de l'UEMOA. Bonjour, Monsieur Ripert. Bonjour, madame. D'accord. Tout de suite, vous avez animé un keynote qui tournait autour du rôle des marchés de capitaux dans le système bancaire islamique, notamment en Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer de plein pied justement dans votre thématique, en qualité de secrétaire général de l'autorité des marchés, qu'est-ce que on dira les capitaux islamiques et qu'est-ce que les capitaux de marché conventionnels? Quelle est la différence entre ces deux termes-là et quels sont les bénéfices qu'on tire dans l'un et dans l'autre? Alors, merci bien pour cette interrogation. Je voudrais déjà dire que l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, AMF-UMOA, c'est le régulateur du marché. Donc, c'est l'organe ou c'est l'institution qui conçoit les politiques de développement, qui conçoit les politiques de régulation, les politiques de supervision pour que le marché joue son rôle de financement et d'allocation optimale des ressources dans l'économie. Alors, et donc de façon peut-être beaucoup plus précise par rapport à votre question, c'est de dire que aujourd'hui, le marché de capitaux islamique, comme on le dit, peut être vu comme un segment ou comme un aspect particulier du marché financier dans son entièreté. Et lorsqu'on rajoute dessus marché de capitaux islamiques, notamment avec les produits qui sont, on va dire, donnés aux différentes entreprises, mais aussi aux personnes physiques, par exemple l'assurance. Quelle est la plus-value de ce type de capitaux-là par rapport à un capital simple, on dira? Alors, le marché de capitaux islamiques est un marché qui répond à des exigences spécifiques. Je ne dirais pas des exigences religieuses, je dirais des exigences éthiques. Les principes peuvent être pris dans la religion, mais ce n'est pas de la religion, c'est du financement. Alors, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut retenir comme très marquant de ce type de financement, c'est pour répondre à des besoins spécifiques de certains investisseurs. Quand vous êtes dans la finance classique ou dans un marché financier classique, quand vous êtes un État, une entreprise et vous distribuez vos produits, celui qui souscrit ne sait pas nécessairement, c'est vrai, vous lui dites, bon, je prends votre argent pour construire un pont, et vous allez vous retourner vers d'autres personnes pour dire, je prends votre argent pour construire une centrale électrique. Mais une fois que l'argent du pont et l'argent de la centrale électrique et l'argent issu des recettes fiscales, tout ça, ça rentre dans la caisse commune, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui fait quoi. Alors, quand on est dans la finance éthique ou la finance islamique, les investisseurs, ceux qui mettent leur argent à votre disposition, veulent avoir une certaine assurance. Ils veulent avoir une certaine assurance par rapport à des principes de choix d'investissement qu'eux-mêmes ils ont déterminés et en référence desquels ils vous ont remis ou vous ont confié leur argent. Ces investisseurs veulent avoir l'assurance que leur argent ne sera pas utilisé pour générer ou promouvoir de l'intérêt. Parce que l'islam interdit l'intérêt. Donc, ils veulent avoir l'assurance que vous êtes dans une logique de partage des risques et des opportunités. Donc, si l'affaire marche, comme vous l'avez dit, parce que vous êtes sincère, parce que vous avez démontré que c'est une affaire qui sera rentable et bénéfique pour tous, alors ils partageront un peu la richesse et les risques qui seront issus de cette affaire. Les investisseurs veulent s'assurer que l'argent ne sera pas investi dans certains domaines qui sont prohibés par l'islam. Et ils veulent s'assurer que l'argent ne servira pas à faire de la spéculation. L'argent ne servira pas, quand vous dites que vous voulez faire une raffinerie ou un pont ou une autre infrastructure, ils veulent s'assurer que vous n'allez pas détourner cet argent pour aller
créer une distillerie d'alcool, de boissons prohibées ou de boissons alcoolisées. Alors, les investisseurs veulent s'assurer que cet argent ne sera pas utilisé dans des secteurs qui compromettent les mœurs, la prostitution, la drogue, des choses comme ça. Donc, ils veulent en tout cas que les valeurs qui sont inculquées, en tout cas par la religion et tout ça, que ces valeurs-là sont prises en compte dans le financement ou en tout cas la mise à disposition de ressources. Et du point de vue économique, du point de vue économique justement, donc ça c'est du point de vue des investisseurs. Tout à fait. Alors du point de vue de l'entreprise, naturellement cet argent qui vient également, il est affecté à un domaine, à des secteurs ou à des investissements bien ciblés, et il y a la possibilité justement parce que les investisseurs ont émis ces préoccupations de mettre en place un dispositif pour s'assurer que cet argent-là ne se contamine pas avec les autres ressources de l'entreprise ou de la société ou de l'État, si bien qu'on peut retracer que cet argent a vraiment été destiné à ça. Alors, pour assurer que cet investissement respecte ces principes-là, bien que l'investisseur vous fasse confiance en tant qu'entité, on s'assure quand même qu'il y a des gens qui regardent. Donc, ce sont les membres d'un Sharia Board qui viennent confirmer un genre d'audit? Non, pas l'audit. Un genre de... C'est des gens qui font de la conformité. Ah, d'accord. Donc, ils s'assurent que ce que vous avez dit là, c'est vraiment, ça répond vraiment aux principes édictés par l'islam. Et donc, si c'est fait vraiment comme ça, vous n'êtes pas en porte-à-faux avec les préceptes religieux qui ont été édictés. D'accord. Alors, du point de vue de la société, voilà, je n'ai pas oublié votre question. Du point de vue de la société ou du point de vue de l'économie, maintenant, de façon plus large, on se rend compte que ces financements-là, justement parce qu'ils respectent ces règles-là, parce que derrière ces financements, il y a des valeurs morales qui sont adossées. Il y a des questions d'engagement. L'investisseur s'engage, mais on sent aussi un engagement de l'émetteur qui vient prendre les ressources. On se rend compte que cela contribue parfois à une allocation optimale des ressources. On se rend compte que cela permet de renforcer l'économie et de permettre sa résilience pendant les périodes de crise. Parce que quand vous observez la finance classique, la finance conventionnelle, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il y a eu des dérives qu'on a eu des crises financières. Quand vous prenez la crise financière de 2008, c'est parce que les banquiers ont eu des appétits larges. Ils ont utilisé l'argent des pauvres pour financer l'économie. C'est ça la spéculation. Voilà, de façon spéculation. Et donc, voilà, donc, par exemple, dans un contexte où cette spéculation-là n'existerait pas avec cette forme de financement, quelque part automatiquement, l'économie dans son ensemble serait plus ou moins préservée. Ou en tout cas, les risques seraient atténués, puisque la finance islamique ou la finance éthique n'est pas le seul mode de financement aujourd'hui des entreprises et des États, mais il a sa place. Donc l'idée, c'est de promouvoir de plus en plus des instruments de cette forme-là ou sous cette forme pour pouvoir gérer les risques sur la stabilité financière et préserver les crises. Vous avez anticipé sur ma prochaine question, qui était de savoir quels sont les avantages, les bénéfices et tout. Et donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, c'est aussi sous nos yeux un peu difficile de comprendre certains termes techniques. Alors, de manière simplifiée, vous qui êtes secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, quels conseils donnez-vous justement à tous ceux qui veulent investir ou bien à tous ceux qui veulent comprendre le système monétaire? Alors, dans le secteur financier, il y a certes le système monétaire, mais il y a le secteur financier. Parce que le système monétaire, ça, c'est la banque centrale. C'est les relations avec les banques. C'est comment la monnaie est émise et comment elle circule. Alors, le système financier permet de gérer l'allocation des ressources. Donc, vous aurez non seulement le secteur bancaire, mais vous aurez le secteur des assurances,
vous aurez les fonds de prévoyance sociale, les caisses de sécurité sociale, et vous aurez les marchés de capitaux. Alors, ce qu'on conseillerait, c'est que la première chose, quand vous voulez mettre votre argent quelque part, il faut vous adresser à des professionnels. Il faut vous adresser à des professionnels qui ont un agrément délivré par une autorité reconnue. Donc, dans certains pays, c'est le ministère des Finances. Dans d'autres pays, c'est des autorités de régulation. Donc, une fois que vous êtes approché de ces professionnels, ils vous expliquent et vous, naturellement, vous allez chercher également à les mettre en concurrence. Parce que je peux être un professionnel, je peux vous proposer des services, mais je peux vous proposer des services au coût le plus élevé. Parce que moi, j'estime que mes services sont d'une certaine qualité. Donc, le bénéficiaire du service financier, non seulement il doit chercher à discuter avec les professionnels financiers pour comprendre les choses, mais il doit aussi les mettre en concurrence pour être sûr d'avoir le meilleur service financier. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Monsieur Ripper Bossouper, merci infiniment. Merci de m'avoir partagé ces questions et j'espère que les auditeurs pourront vraiment comprendre. Et s'il y a besoin encore d'avoir plus d'informations sur le marché financier, sur l'autorité, le rôle, ils peuvent aller sur notre site internet, c'est www.amf-umoa.org. Ok. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ripper. Très bonne journée. Merci.